Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à Tout au clair sur la télévision du Monde. Dernière livraison de cette nouvelle semaine, de ce nouveau mois de mars 2021. Et ce soir, au regard de l'actualité, nous nous consacrerons à un sujet principalement à la lutte contre la pandémie Covid-19. Le Cameroun n'est pas épargné par la deuxième vague qui fait des ravages dans le monde. L'Europe est fortement touchée, les États-Unis, mais aussi la Chine, bref, l'Asie. Tous ces continents ne sont pas épargnés par cette maladie qui continue à faire des ravages. Le Cameroun a connu en l'espace de 2 mois un bond significatif en termes de propagation, et d'après les dernières statistiques présentées lors de la conférence de presse de Yaoundé, où le gouvernement était face à la presse camerounaise, on parle de 25 000 cas ou un peu plus au soir de décembre 2020, et précisément à l'entame du mois de mars, le Cameroun compte un peu plus de 35 000 cas de contamination au coronavirus. Pourquoi cette montée en puissance dans les chiffres? Pourquoi également la situation de relâchement observée à travers le pays? Qu'est-ce qui peut justifier l'ensemble de ces situations qui malheureusement continuent de faire des victimes? 305 ou 105 morts en 2 mois au Cameroun dû à la pandémie Covid-19. La situation est particulièrement inquiétante. Les membres du gouvernement ne manquent pas de multiplier les appels à la mobilisation nationale. C'était d'ailleurs le credo, le cri de cœur du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, à côté du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et de Martin Bargangele, le délégué général à la Sûreté nationale. Plusieurs mesures ont été édictées pour faire face à la pandémie, mais toujours est-il, comment comprendre l'introduction du vaccin au Cameroun alors que le pays de Paul Biya dispose peut-être des traitements endogènes ou alors des traitements issus de la pharmacopée traditionnelle? La question divise les chercheurs, mais également les acteurs de la politique de santé au Cameroun. On en parlera dans le cadre de cette émission de Tout au clair, une émission également qui fera un stop dans ce qui est considéré comme étant la querelle, la lutte contre la pandémie Covid-19 au niveau local, précisément dans la circonscription de la première. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui va constituer l'épine dans cette émission de ce soir sur la télévision du Monde. Merci d'être avec nous. L'émission se veut être interactive. 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est le code d'accès à ce programme, ou encore écrivez-nous à partir de notre page Facebook LTM TV officielle, et avec nos invités, nous ferons le tour de la question posée sur la table du débat ce soir. Mais avant d'arriver à ces invités, mesdames, messieurs, un break, et on se retrouve juste après pour justement présenter les hommes qui nous accompagnent ce soir. Mesdames, messieurs, merci de nous retrouver ce soir encore dans le cadre de ce débat du soir sur la télévision du Monde. Ils seront donc des acteurs, des spécialistes de santé, mais aussi des acteurs politiques pour discuter, échanger avec nous autour de cette problématique de ce soir. Et parmi nos invités de cette émission de ce mercredi 3 mars 2021, autour de cette problématique de la santé, nous recevons le docteur Roger Etoile. Il est médecin de santé publique. Il est avec nous dans le cadre de cette émission du soir. Docteur Etoile, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs
C'est un plaisir d'être dans ce studio et je vous remercie pour l'aimable invitation à mon égard. Et je suis très heureux de partager cette problématique lancinante du coronavirus avec tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Merci à vous, docteur Etoile, d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Nous avons la chance ce soir d'en avoir deux dans le cadre de cette émission du soir sur la télévision du Monde. Et l'autre médecin est aussi un acteur politique puisqu'il se reconnaît comme étant un militant du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le MANIDEM, docteur Richard Etoile. C'est toujours un plaisir de venir débattre des problèmes aussi épineux qui intéressent au plus profond chaque Camerounais. Merci à vous également d'être avec nous. On utilisera vos deux casquettes, de médecin, mais également d'homme politique. Politicien, oui. Voilà, on ne manquera pas d'être assez incisif sur les questions qui vous concerneront sur le plan politique. D'autres acteurs politiques seront avec nous ce soir dans le cadre de cette émission. Et parmi ces acteurs politiques, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est conseiller municipal dans la circonscription de Douala 3e, César Honoré Ngomo, c'est son nom. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Frédéric, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Bonsoir à tous nos nombreux militants représentés dans les 360 communes du Cameroun. Et je voudrais remercier également mon parti qui me mandate ce soir comme communicant. Et je voudrais tout simplement apporter la précision que la thématique de ce soir coïncide malheureusement avec ma programmation. Donc je donnerai modestement l'avis d'un politique, l'avis d'un observateur, pas l'avis d'un spécialiste des questions de santé. Je vous remercie. Merci à vous également, César Honoré Ngomo. Un autre acteur politique nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je pense bien qu'il est enseignant, si je ne m'abuse. Lui, c'est Simplice Nyouré. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Voilà, Simplice Nyouré est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vos nombreux auditeurs, vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes. Et bonsoir en particulier, vous allez me permettre, n'est-ce pas, aux dames PCRN qui s'activent à préparer la journée de la femme avec beaucoup de thèmes au programme sur l'implication, n'est-ce pas, des femmes en politique, le leadership féminin, les visites, n'est-ce pas, dans les orphelinats, que la hiérarchie salue. Donc je suis content de partager ce plateau avec tous vos panélistes. Merci. Merci, je précise également que cette célébration du 8 mars, qu'on est quand même un cachet particulier, c'est la présence parmi les femmes de coronavirus. Malheureusement, les femmes devraient pouvoir faire avec. Et certainement, les médecins me donneraient tout à l'heure des astuces pour pouvoir, si vous permettez l'expression, jongler avec la présence de cette pandémie qui continue à malheureusement modifier notre façon d'être, même notre façon de vivre. Il est également là ce soir. C'est le consultant Abel Elimbrebe. Abel, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. On parle de santé ce soir. Oui, mais je voudrais dire que nous avons fait 2 émissions, 2 ou 3, où vous avez choisi de nous faire réfléchir sur des drames qui relèvent des comportements de certains de nos citoyens, à savoir les mototaxis qui sont à la une. Je voudrais que les gens sachent qu'à la sortie de l'émission ici, l'un de nos panélistes a été quasiment agressé par des mototaxis qui croyaient qu'il s'est exprimé contre eux, qui sont venus l'attendre à la sortie de l'émission. C'est pour illustrer le niveau de gangrène qui caractérise ce milieu et appeler les pouvoirs publics à se ressaisir et à faire respecter l'ordre, la loi, la discipline. Et surtout, il n'est pas admissible
le type d'explication que certains acteurs politiques veulent apporter à la dérive que nous observons en disant que le chômage explique que les gens envisagent d'exercer des activités en marge de la réglementation. Toujours, on aura le temps de revenir à cette problématique. Donc j'ai voulu que nos téléspectateurs sachent que certains panélistes peuvent être en danger tout simplement parce qu'ils émettent des opinions qui ne plaisent pas aux gens qui sont mis en cause. Merci beaucoup, Abel. Alors, on revient sur la thématique que nous constatons ce soir. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui? On parle de la deuxième vague du coronavirus au Cameroun. Est-ce qu'on est véritablement en plein dans ce que le ministre de la Santé publique appelle cette résurgence de la pandémie Covid-19? Il est important par rapport à un phénomène aussi préoccupant qui préoccupe le monde entier, que nous agissions avec beaucoup de discipline. Et quand on parle de discipline, à cette échelle, il faut qu'on agisse derrière le gouvernement. Derrière le gouvernement. Je ne connais pas un seul pays sérieux au monde où il y a 36 millions de sons de cloche par rapport à la gestion d'une crise aussi aiguë. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième vague? Il appartient au gouvernement de nous le dire. Est-ce que il y a des comportements nouveaux ou bien est-ce qu'il y a une sollicitation particulière qui pourrait être d'un apport particulier dans le combat contre cet ennemi commun? C'est au gouvernement de nous le dire. Donc je pense que les gens doivent raison garder, être des producteurs de 36 000 sons de cloche. Parce que c'est le gouvernement qui a les éléments objectifs qui doivent déterminer notre comportement. Si le ministre attire notre attention et parle de résurgence, cela veut dire, le terme résurgence, tout le monde sait ce que cela veut dire. Ça veut dire que les choses reviennent. Il est donc important que tout le monde prenne au sérieux le tocsin que le gouvernement sauve. Ici, nous ne sommes pas dans les opinions politiques. Chacun vient donner son opinion. Certains vont croire que s'ils vont croire A ou B ou C. Ceux qui ont les éléments caractéristiques de la situation, c'est le gouvernement. Parce que les autres pérorent seulement. Mais le gouvernement sait combien de personnes tombent chaque jour, si des gens tombent. Donc, c'est le gouvernement qui nous donne la mesure de la gravité de la situation. Et moi, j'invite les Camerounais à être à l'écoute du gouvernement et à suivre les prescriptions gouvernementales. Alors, docteur Etoua, vous êtes un acteur de santé. D'ailleurs, vous êtes médecin de santé publique dans notre pays. Si je dois reprendre cette question, puisque vous êtes un spécialiste de la chose, est-ce qu'on est dans une situation grave à l'heure actuelle au Cameroun? Alors, pour répondre à cette question, nous pourrons à la fois prendre des éléments objectifs, c'est-à-dire des chiffres qui sont publiés. Nous parlons aujourd'hui de près de 10 000 cas ces 2 derniers mois, 105 morts ces 2 derniers mois. Ce sont des chiffres objectivables. 105 morts, ça représente à peu près au moins 20% des décès de toute l'épidémie. C'est-à-dire que ces 2 derniers mois, nous avons eu 20% des décès de tout enregistrés durant toute la pandémie. C'est un indicateur qui montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui frémit. Deuxième indicateur, c'est évidemment que la semaine du 18 au 24
février, nous avons enregistré le plus haut nombre de cas en une semaine, 2152 cas. Le précédent record, c'était dans la semaine du 6 juillet, nous avons enregistré environ 2024 cas. Ça veut dire que nous sommes en droit de se demander si nous ne sommes pas déjà au pic de la seconde vague, ou alors même il faut encore s'inquiéter si la tendance sera encore haussière lors des prochaines semaines. Donc, le nombre de cas augmente, le nombre de décès augmente, et il y a donc lieu de s'inquiéter. Si nous faisons même des projections, si nous voyons la tendance, nous avons un taux de sévérité. Tu vois les chiffres, c'est des indicateurs dans les tweets, par exemple, du ministre. Il parle d'un taux de sévérité de 2%. Ça veut dire que dans les 10 000 cas que vous avez, vous aurez 2% de cas qui seront sévères. Ça veut dire qu'à peu près 400 cas dont on s'attend à ce qu'ils manifestent des signes sévères. Et vous avez un taux de létalité d'environ 1,5%. Donc, à peu près, vous aurez, c'est-à-dire que si vous avez un nombre de personnes, le taux de létalité, c'est le nombre de personnes qui décèdent sur les cas positifs. Ça veut dire que sur 10 000 cas, vous avez à peu près 1,5% des gens qui pourront décéder. C'est-à-dire qu'on parle déjà là d'à peu près au moins 200 cas. Ça, ce sont des éléments objectifs qui nous permettent d'apprécier la gravité de l'épidémie au moment où on se trouve. Maintenant, vous avez des éléments subjectifs. C'est ce que j'appelle l'épidémie ressentie. L'épidémie ressentie, c'est que pendant le mois de septembre, ou alors avant le début de l'épidémie, tout le monde était tranquille, mais on le voit, que ce soit dans les forats des réseaux sociaux, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les salles de consultation, nous ressentons un certain afflux de patients, une certaine inquiétude des usagers. Vous voyez bien, aujourd'hui, les personnes qui passent des messages d'alerte, ce ne sont pas les médecins, ce sont des profanes qui disent « Attention, mon père est mort, ma tante est morte, il y a eu tel, faites attention ». Et ce sont ces éléments que j'appelle l'épidémie ressentie. Et vous voyez donc que toute cette période, c'est-à-dire depuis janvier à début mars où nous sommes aujourd'hui, nous sentons un frémissement donc d'épidémie ressentie. Ces deux éléments, des éléments objectifs et subjectifs combinés, nous font évidemment répondre à votre question. Effectivement, il y a lieu de s'inquiéter. Alors, il y a lieu de s'inquiéter. Aujourd'hui, on est en plein dans une situation où on a un discours qui va de mal en pire. Il est de plus en plus alarmant. Est-ce que le discours qui est dit aujourd'hui, qui est prononcé aujourd'hui, n'est pas davantage dans la perspective de détériorer davantage, permettez-moi d'être aussi répétitif, le moral des populations qui, elles, ont besoin d'être rassurées? Oui, en fait, dans un contexte de pandémie comme celui-ci, il est toujours bien de dire la vérité. Hein. Ouais. Est-ce que la vérité est suffisamment dite? Il est toujours bien de dire exactement comme le médecin, n'est-ce pas, qui est un professionnel, n'est-ce pas, de la médecine. Elle le disait tantôt, donc avoir les chiffres, il faut s'inquiéter. Bon, nous, au niveau, n'est-ce pas, du terrain, avec les populations que nous côtoyons, il est évident, n'est-ce pas, que la pandémie a refait surface, parce que il y a des voisins que nous connaissons qui sont affectés, il y a, n'est-ce pas, des collègues
au niveau des établissements. Il y a des élèves même que nous enseignons qui sont mis en quarantaine simplement parce qu'ayant été contaminés des suites, n'est-ce pas, de Covid. Donc, pour le moral, il faut s'armer, il faut faire face, n'est-ce pas, et reconnaître que la maladie existe, effectivement. Et il vaut mieux, n'est-ce pas, le savoir pour prendre des mesures préventives. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen, pour l'instant, qu'il faut adopter en attendant, n'est-ce pas, les mesures curatives, telles que les médicaments, n'est-ce pas, que les hôpitaux mettent à notre disposition, ou bien la pharmacopée traditionnelle. Mais toujours est-il que nous devons plus travailler sur la citoyenneté, sur la responsabilité citoyenne, parce que la vie est très chère, la vie est très importante, donc elle est sacrée, et pour ces raisons, n'est-ce pas, chacun de nous devrait prendre des dispositions avant d'avoir des preuves, parce que nous nous connaissons, il est souvent très difficile, n'est-ce pas, sur le terrain, de faire savoir, n'est-ce pas, que le corona existe. Il y a des populations qui sont encore dans le doute, à tort, parce qu'en réalité, il ne faudrait pas être contaminé avant de se convaincre de ce que la maladie existe. Donc, la maladie est bel et bien là. Le médecin l'a dit, avec les chiffres, n'est-ce pas, qui sont annoncés, il vaut mieux prendre des dispositions. Alors, la maladie est là, docteur Toquet, elle est réelle. On aura peut-être le temps de revenir sur une question qui est lancinante auprès de la population, celle du coronavirus business. Mais avant d'y arriver, vous nous dites que la maladie, elle est là, elle est réelle, mais est-ce que toute la vérité est dite autour du coronavirus? Absolument pas. Absolument pas. Je dirais même que quand même pas 20% de la vérité autour du coronavirus. Il faut d'abord remonter à l'histoire. Il faut savoir que ce virus, le virus de corona, le SARS, existe depuis un moment. Il y a longtemps qu'il existe. Maintenant, les gens font une manipulation. À ce virus, on adjoint l'ARN. C'est-à-dire que là, on entend le domaine génétique. L'ARN de la rougeole, on ajoute l'ARN de VIH-Sida. Et maintenant, d'autres recherches continuent parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés. Maintenant, on crée une bombe. Et cette bombe, on la lâche dans la nature. Donc, on sait qu'au départ, il y a un problème criminel derrière. Et quand on dit problème criminel, oui. Parce qu'en fait, quand on regarde le laboratoire de Wuhan, 4e niveau de sécurité, vous demandez comment ce germe a pu sortir. Moi, je peux empêcher de poser des questions. C'est pas nature. De toute façon, scientifiquement, on se pose toutes les questions. Parce que le hasard, en fait, il faut se demander, ça s'est passé comment. Et on donne des informations. On vous dit, les Français qui ont créé ce laboratoire, qui sont placés en Chine, ce sont eux encore qui sont derrière le vaccin. C'est le même nom qu'on retrouve partout, dans les financements, etc. Interrogez-vous. Il faut s'interroger. Il y a deux réalités sur cette maladie. Elle existe, mais il y a une autre réalité derrière. Il y a du business, les gens font business sur le dos. D'ailleurs, en Occident, de plus en plus, le courant monte de plus en plus, un courant contestataire qui demande de plus en plus des comptes jusqu'au Parlement français, au Parlement européen, au gouvernement. Bon. Maintenant, cette maladie existe. Ils l'ont lancée, comment dire, ils l'ont lancée, avec probablement des intentions derrière. Bon, on a tout entendu. Hein. Parce qu'en fait, les études ont été faites. On a montré. Parce que vous posez des questions aussi simples. Hein. Vous dites, ok, si je mets mon masque, je suis à 2 mètres. Quelqu'un met le masque à 2 mètres. Est-ce qu'on est encore exposé? On vous dit oui. Ok. Si tu donnes le masque, on parle, on est exposé, on vous dit oui. Vous dites, maintenant, si je suis vacciné, est-ce que je peux encore faire la maladie? On vous dit oui. Mais attendez, à la fin, on se demande dans quoi on est embarqué. Moi, en tant que scientifique, je me pose des questions. Et même il y a notre espace. Comment est-ce qu'on a pu trouver un vaccin en 1 an? c'est impossible. La science nous dit. Je viens. Laissez-moi continuer un peu avant de... On nous dit, non, cette fois-ci, on a mis beaucoup d'argent pour accélérer les choses. J'ai dit non. La recherche a des facteurs. Le facteur argent est important. Le facteur temps est également important.
Le facteur argent apporte un peu plus de crédibilité au résultat parce qu'il peut étendre. Comment est-ce que je dis ça? Dans le recrutement des expérimentaux, il étend le nombre. Il rend donc plus pertinent les résultats finaux. Okay. Mais le temps, c'est le temps. Si je mets un germe à cultiver dans une éprouvette, il a un temps pour ça. Même si tu mets plein d'argent, ça ne changera pas ce temps. Donc, moi, tu t'interroges, tu te dis non. En un an, comment est-ce qu'ils ont pu avoir un vaccin? Et maintenant, tous les chercheurs, quand ils se posent ce vaccin n'offre pas toutes les conditions de sécurité. On parlera du vaccin tout à l'heure, docteur Etouké, rassurez-vous, on va y revenir parce qu'on aura un temps consacré à cette problématique-là. Alors, est-ce qu'on est dans le corona business? Parce que c'est aussi la préhension qu'ont les populations dans les chaumières, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes. Elle parle de cette espèce de business qu'on a créé autour du coronavirus. Y a-t-il un business, pas seulement camerounais, mais un business autour de cette pandémie? Monsieur Moutomé, c'est une question embarrassante et en même temps très pertinente dans le fond, parce que on se souvient, il y a un an de cela, nous avons vu le monde entier paralysé. Les marchés, les écoles, les lieux publics, les cafés, les restaurants fermés. Sous d'autres cieux, il était même interdit de voir une mouche dans les parages. Et cela a duré, je pense, plus d'une semaine, de 2 semaines, plus d'un mois. Enfin, les gens ont commencé, les États, les institutions, chacun a commencé à jeter un coup d'œil à l'extérieur pour se rendre à l'évidence que c'était possible de pouvoir continuer à vivre normalement. Et là, il y a une question, il y a un citoyen du monde qui, au courant de la semaine, a jeté 5 interrogations qui m'ont beaucoup interrogé. Permettez-moi la répétition. La première interrogation, et je vais en droite ligne avec l'avis tout à l'heure du docteur, le spécialiste de la santé. La première question, elle était simple. Si le masque fonctionne, pourquoi 2 mètres de distance? Et la deuxième question était bien évidemment, si 2 mètres de distance fonctionnent, pourquoi le masque? Et la troisième était, si les deux fonctionnent, pourquoi le confinement? Et à la quatrième, si les 3 fonctionnent, pourquoi le vaccin? Et à la dernière, si le vaccin est inoffensif, pourquoi les laboratoires ont-ils négocié une clause de non-responsabilité? Et j'ai trouvé ces 5 questions très pertinentes. Et aucun spécialiste de médecine, que ce soit sur ce plateau ou en dehors, ne vous donnera une réponse sur ces 5 questions pertinentes. Ils sont tous embarrassés. Chacun te donne une version. Et en tant que pauvre citoyen du monde, je m'interroge. Et nous avons suivi d'autres sons de cloche qui nous ont fait croire que c'est du virus business, c'est ceci, c'est un complot, c'est des lobbying et autres. Mais moi, petit citoyen du monde, je reste inquiet. Mais je reste très courageux. Courageux parce que, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, lorsque on nous a prédit l'enfer au début de cette pandémie, nous tremblions tous. Et certains d'entre nous nous sommes même éloignés de nos parents. Nous nous sommes éloignés de nos grands-parents. Nous nous sommes divisés. Ce que nous n'avions pas connu par le passé. Et Dieu merci, nous nous en sommes sortis, je dis de la plus belle des manières, avec la contribution de tous. La potion de grand-mère, la potion des tradithérapeutes, la potion de la médecine moderne, tout cela, j'en sais,
Nous avons même eu à un certain moment des lits qui cherchaient malades, des respirateurs qui cherchaient malades, ainsi de suite. À votre question de savoir si c'est un corona business, oui, certains pensent certains croient à cette version-là. Et peut-être, en tant que politique, je voudrais me maintenir sur la position officielle du gouvernement qui reste dans sa position de départ. On a vu des vaccins et qui dit oui, effectivement, nous allons envisager, mais pour le moment, il n'est pas urgent. Nous avons encore des méthodes qui fonctionnent. Celle des grands-mères, celle de Monseigneur Cléda, celle du tonton, celle de la médecine moderne, dont on encourage les uns et les autres, mais et rester prudent, parce que la version du vaccin qu'on nous a sorti de part et d'autre, personne, aucun spécialiste nous a certifié et n'a pu n'a pu confirmer effectivement que le vaccin pouvait nous apporter une garantie à 100%. Alors, dans la résolution, je dirais tout simplement que, en tant que conservateur, et en tant qu'acteur, Restez prudent. Je reste très très prudent. Merci. Alors, Abel Mboulobé, on a observé pendant la première vague de ce coronavirus qu'on avait édicté un certain nombre de mesures. Et on les avait appelées les mesures restrictives, les mesures barrières. Et à cette époque-là, elles avaient été respectées par la quasi-totalité, sinon la totalité des Camerounais. Aujourd'hui, on parle de résurgence, on parle d'interpellation, on parle de vigilance et de prudence, mais on est très loin de voir les Camerounais se réinvestir au respect de ces mesures barrières. Pourquoi? C'est humain que lorsque une exigence dure, qu'à un moment donné, on observe des phénomènes de lassitude. On a vu ça avec d'autres épidémies. Plusieurs fois, dans le cas du choléra, on a vu ça. On voit ça dans le cas de la poliomyélite. Les gens, à un moment donné, comme ils ne se voient pas malades, ils pensent peut-être que la maladie a disparu. Et puis, on ne vaccine plus les gens. Donc, il y a des relâchements. Donc ça, c'est humain. Il y a un phénomène de lassitude. Humain, mais en même temps, ça cause des dégâts. Bien sûr. Vous remarquez. Bien sûr. Hier, quand on le respectait, on respectait ces mesures barrières, on se préservait de la maladie. Bref, on avait... Je n'ai pas dit maîtriser, mais on était dans une espèce de sphère dans laquelle on semblait avoir pris le dessus. C'est pour ça que le gouvernement existe. Il existe pour justement surveiller l'ensemble des comportements et renouveler les exigences. En quelque sorte, aider les gens. En même temps, c'est pour ça que vous aussi vous existez. Pour maintenir la communication, la garder efficiente. C'est ça votre rôle. Si au premier moment, vous avez très bien joué ce rôle en raison de renouveler les sollicitations, les invitations à la prudence, etc. Je crois que ce travail, vous le faites, le gouvernement essaie de le business. Ça existe. Puisque nous voyons très bien que lorsque le vaccin est apparu, plusieurs pays ont chacun son vaccin. La Russie a son vaccin, les Européens avec leur laboratoire. Mais on constate que les uns n'achètent pas le vaccin des autres. Le vaccin le plus difficile à manipuler et le plus cher, c'est le vaccin de Pfizer, qui a des problèmes de conservation qui sont extrêmes. Il faut le conserver à moins 70 degrés, des choses comme ça. Mais c'est ce vaccin-là que les Européens qui l'ont financé prennent. Vous voyez très bien, en force,
On vous dit aujourd'hui que le vaccin de AstraZeneca, il n'y a que 24% des doses disponibles qui ont été consommées, et on évoque les effets secondaires pour justifier que, quand vous regardez la population qui a fait des effets secondaires, 900 personnes sur à peu près 24 000 personnes, et que ces effets secondaires se ramènent à des phénomènes bien connus, la fièvre, etc. Bon, c'est vrai que chaque individu peut avoir une réaction spécifique et exprimer des inquiétudes plus qu'un autre par rapport aux mêmes réactions. Ça, c'est la subjectivité par rapport à la réaction. Mais on constate que certains États tiennent à acheter le vaccin le plus cher, le plus difficile à gérer. Le vaccin russe, qui est un vaccin relativement facile à manipuler, qui est bon marché, ce n'est pas ce vaccin-là que les Européens achètent. Donc, il y a un corona business. Vous avez d'ailleurs vu au Cameroun qu'un parti politique s'est approprié la question du corona pour lever des financements qui se sont terminés dans une affaire rocambolesque de disparition d'argent à gauche, disparition d'argent et des audits dont on ne connaît pas la fin. C'est pour dire que il y a ce côté malsain de l'instrumentalisation d'un danger mondial. Il y a une question de morale qui se pose là-dessus. Il y a une question de morale qui se pose là-dessus. On ne fera pas l'économie de ces débats. Pourquoi certaines options sont prises alors qu'il y a d'autres options qui, du point de vue purement scientifique, économique, financier, devraient être celles qui retiennent l'attention des États. C'était pour dire, apporter ma contribution sur la question du corona business. D'accord. Alors, on a compris sur cette question-là. Alors, docteur, et toi, je ne voudrais pas qu'on reste sur ce coronavirus business, même si je vous sens l'envie de vouloir dire quelque chose sur la question, mais davantage, je voudrais qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui fait la différence entre le nouveau coronavirus et le virus d'hier, dans ce qui a été considéré comme étant la première vague de la pandémie au Cameroun? Je voudrais, avant de répondre, dire quand même, me rappeler si j'ai accepté votre invitation aujourd'hui. Je rappelle quand même que LTM Télévision est une chaîne sérieuse. Très sérieuse. Est une chaîne républicaine, est une chaîne qui transmet l'information réelle, objective pour l'éducation de masse. Et donc, nous ne pouvons pas venir nous asseoir un certain nombre d'adultes ici pour travailler sur la désinformation des masses. Nous avons une maladie qui est très sérieuse. Nous devons sensibiliser les populations. Nous devons leur donner l'information réelle, pas nos présupposés, pas nos opinions personnelles, mais c'est de la science. La science se base sur les faits. Je ne refuse à personne l'idée de soupçonner un certain nombre d'avoir un certain nombre de suspicions sur l'origine du virus, sur le business qui est tourné tout autour, mais j'invite quand même les uns et les autres à avoir des faits concrets, tout ça qu'on peut mettre à la disposition de l'opinion, et tout ça pour que ce que nous puissions dire ici soit en accord avec la science et puisse toujours entrer dans le sillage de la crédibilité de la chaîne LTM Télévision. Maintenant, en ce qui concerne le nouveau corona ou l'ancien corona, jusqu'aujourd'hui, les faits ne sont pas complètement établis sur l'origine
du coronavirus ou alors du Covid-19. Le coronavirus est une maladie, évidemment, un virus qui existait depuis. Le Covid-19, qui est une déclinaison du coronavirus, est encore fait encore l'objet de certaines investigations. Il y a une équipe de l'OMS qui se trouve en ce moment en Chine, à Wuhan, pour faire des enquêtes, et nous attendons encore les résultats, les délibérations de ces enquêtes pour pouvoir se prononcer. Évidemment, il y a un nombre impressionnant de théories qui spéculent. On a parlé par exemple des carcasses. Vous savez que ce laboratoire fait des expériences avec des animaux. On a parlé des carcasses d'animaux qui ont été revendues par cupidité au marché des animaux sauvages de Wuhan. Donc il y a un certain nombre de théories qui sont avancées comme ça. Des chauves-souris, un certain nombre de choses, des pangolas et tout. Mais il n'y a pas encore une théorie arrêtée sur l'origine du coronavirus, du Covid. En janvier 2020, la Chine a rapidement publié la séquence génétique du virus. Et c'est ce qui a permis au laboratoire de pouvoir fabriquer en un temps record les vaccins, qui était le premier vaccin, qui était le vaccin à ARN. Alors pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas ce que c'est que l'ARN, le vaccin ARN, l'ARN est un peu comme la photocopieuse d'un grand livre, d'une bibliothèque qu'on appelle l'ADN. Alors l'ARN photocopie juste une page qui sera utile, c'est-à-dire que pour la fabrication de ce qu'on veut. Et pour la question du vaccin du Covid-19, ce qui est très important, c'est la protéine S, la protéine Spike S, qui permet au virus de pouvoir se fixer et d'entrer dans nos cellules. Et donc, la protéine S on a donc fabriqué l'ARN messager qui permet juste d'avoir la séquence génétique de cette protéine S qu'on a pu injecter dans nos cellules, l'organisme, pour que l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme humain puisse lui-même reproduire cette protéine S et aboutir à la fabrication des anticorps. Pourquoi on l'a pas? Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est une technologie qui est connue depuis 1990. Le problème, c'était que l'ARN messager est un élément très fragile qui se détruisait très vite. Et donc, c'est pour ça qu'on n'utilisait pas, parce qu'on a une enzyme tout ça, qui détruit facilement l'ARN messager. Et donc, les scientifiques, les laboratoires ont pu trouver le véhicule nécessaire, la protéine nécessaire pour faire entrer l'ARN messager au niveau, et là, c'est pour ça que je vais lever les équivoques, pas au niveau du noyau de la cellule, pour qu'on puisse dire qu'il peut avoir des manipulations génétiques, mais elle s'arrête au niveau du cytoplasme, précisément ce qu'on appelle le ribosome, pour fabriquer nous-mêmes la protéine S et aboutir à la production des anticorps. Donc, c'est à partir de là qu'on a pu, c'est-à-dire que la Chine a publié la séquence génétique du Covid-19 le 18 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, les premiers laboratoires avaient déjà fabriqué la protéine, et c'est-à-dire que ils ont dit qu'ils ont le vaccin. Et c'est pour ça qu'on va arriver, on va parler probablement la question des mutants et des variants, parce que il suffit, même si le code génétique a été modifié, il suffit d'avoir le nouveau code génétique et on recombine et on refabrique les nouveaux vaccins qui ont été ajustés en très 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 peu de temps. Alors, il y a des gens qui se posent la question: le virus de la première vague est-il le second, est-il le même avec la seconde vague?
il y a plein de questions. Mais il faut savoir que sur le virus, le coronavirus, comme tous les autres virus, se replique, se multiplie tout le temps. Et quand ils se multiplient, quand ils se repliquent, ils font des erreurs. À peu près toutes les 30 à 40 réplications, ils font des erreurs. Alors, il y a 3 destinées des erreurs. Il peut faire des erreurs qui fragilisent le virus. C'est-à-dire que le virus nouveau devient plus faible que le virus original. Et là, le virus lui-même disparaît, l'épidémie disparaît à cause de cette mutation. Il peut plutôt avoir une mutation neutre qui ne change fondamentalement rien à la nature du virus et le virus continue comme il était. Ou alors, il peut avoir une nouvelle mutation qui rend beaucoup plus fort le virus, qui le rend beaucoup plus contagieux, qui le rend beaucoup plus agressif, et c'est là où on lui attribue le terme de variant. Et c'est là où vous avez entendu parler du terme variant anglais, variant britannique, variant brésilien, variant sud-africain, ainsi de suite. Et c'est pour cela, effectivement, que nous sommes aujourd'hui en phase de cette seconde vague qui paraît plus agressive. Nous nous demandons effectivement si nous ne sommes pas en face des dégâts d'un variant. Alors, est-ce qu'on est véritablement dans la phase des dégâts d'un nouveau ou d'un variant, si j'emprunte aux expressions du docteur Etoile sur la question? Parce qu'hier, on nous disait par exemple que les enfants étaient des porteurs sains, mais ne développaient pas la maladie. Aujourd'hui, on nous dit que les enfants peuvent également développer. D'ailleurs, il y a toute une école qui a été fermée dans la 5e à raison de ce que, à la fois, les enseignants et les enfants du primaire, donc de l'âge qui faisait par la maladie, avaient justement été testés positifs. Bon, je vais d'abord commencer par vous répondre en disant ceci. C'est que quand on est scientifique, on s'interroge permanemment. Quand on fait de l'épistémologie, on vous apprend ceci. Un fait est scientifique parce qu'il est falsifiable. Il est corrigeable. Et la preuve, c'est que, est-ce que depuis que ces trucs existent, on a fait l'invention de la polio, par exemple, on a parlé de variantes de polio, de variantes de ci, de variantes de ça. Et finalement, quand ils sont intellectuels, ils se disent, mais attends, pourquoi pour la polio, il n'y a pas toutes ces variantes? Pourquoi parce qu'on a autant de variantes? C'est mon rôle d'intellectuel. Et c'est parce qu'on se pose des questions qu'on obtient des réponses et qu'on avance. Maintenant, je peux comprendre la posture de mon confrère parce qu'il est dans le gouvernement. Parce que dans l'État, etc. Non. Mais je dis ceci. Oui, mais je dis ceci. Oui, confrère, mais ça, c'est la position gouvernementale. Ce que je veux dire, c'est que il est important. Il faut que mon confrère corrige. Je vais peut-être corriger. Pardon. Mais je dis ceci, c'est qu'il est important de se poser des questions. Un scientifique ne prend pas tout pour acquis. Justement, c'est parce qu'on se pose des questions sur les discordances, comme on en a souligné tout ceci là. Quand on se dit, mais qu'est-ce qu'on nous cache? Et moi, une question simple que je me suis posée, je me suis dit, pourquoi pour la polio, que c'est juste, il n'y a pas eu de variante de polio? Pour commencer, etc. Pourquoi pour le corona il y a des variantes? C'est une question scientifique que je me pose. Et à un moment, donc, vous savez quand même que le vaccin de la polio, de la rougeole, le rougeole, rubéole, Orion sont des virus à ARN et sont les vaccins à ARN. Je viens. Vous le savez. Oui, vous savez quand même. Je viens. Puisque si c'était pas ça, on n'a pas pris l'ARN de. Vous savez, comme il devait, par exemple, pour la séquence du virus de corona. On le sait maintenant. Quand Montagnier a voulu dire que même je retrouve l'ARN du VIH, on l'a fait taire. Mais nous, en tant que scientifiques, mais pourquoi le fait taire? Pourquoi il y a toute cette guerre contre Raoul? Mais quand tu es scientifique, tu t'interroges. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Et le journal qui a attaqué le protocole de Raoul, après, le journal du journal, a officiellement demandé pardon à Raoul. Donc, à un moment, quand tu as tous ces discours, tu te dis, mais il y a un problème. Et maintenant, le fait même qu'on dise que maintenant, il y a des variantes. Parce qu'en fait, si les gars refusent de signer une clause de responsabilité, c'est seulement parce qu'ils ne savent pas dans quoi eux-mêmes ils embarquent le monde. C'est la moindre des choses. Si tu me vends un truc, tu dis que ce truc est bon. Signe qu'il est bon. Pourquoi tu dis, bon, je te vends, mais je prends aucune responsabilité? Donc, c'est le moindre bon sens. Vous signez les clauses de responsabilité? Je viens. Parce qu'en fait, nous sommes astreints. Oui. Nous sommes astreints à utiliser. Si vous avez une maladie, c'est votre responsabilité. Si vous avez un accident à ce moment,
on va faire des enquêtes. Votre responsabilité, c'est d'utiliser, c'est-à-dire que de mettre tous les moyens adéquats qu'il fallait à l'instant où vous vous occupez du patient. Et si vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Si vous ne faites pas, vous êtes coupable. Alors, je voudrais qu'on revienne sur, Oui, sur je reviens, mais je vais juste apporter ce que on ne peut pas nous empêcher de nous poser des questions sous couvert qu'on est discordant, etc. Non, D'accord, c'est on a le compris. rôle, on doit se poser des questions. Alors, aujourd'hui, le gouvernement peut nous dire voilà ce qu'on voit, mais nous, on a la. Et ça, je dis, tout être humain doit se servir de son cerveau. Sinon, vous n'êtes plus sinon, en fait, ça ne veut plus rien. C'est le rôle de réfléchir. Sinon, et on sait tous que le discours politique en lui-même est déviant. Il y a toujours un masque, il cache la vérité. C'est le principe de la politique. Tout discours politique est mensonger. On le sait. Donc, c'est notre rôle Donc, de vous faites de la politique, vous faites du mensonge. Maintenant, on revient donc à la question que vous avez posée. la variante. Oui. Les variants. Bon. Hier, les enfants n'étaient pas touchés, aujourd'hui, ils sont touchés. Bon, maintenant, moi, je vais parler de mon expérience de terrain. Parce que je les soigne, je les recrute. Je les soigne et après, je transfère quand c'est nécessaire à des instances plus compétentes. Donc, ce que moi, j'ai constaté sur le terrain, et je continue aussi de savoir pourquoi ça s'explique comme ça, que presque maintenant, les gens arrivent à un stade très tardif. Et très souvent, la période d'incubation par mois est peut-être courte. Parce qu'ils vous disent, il y a 3 jours, j'étais bien, 2 jours, j'étais bien. Mais quand il revient, il est complètement... Vous faites un scanner thoracique, il a 60%, 70%. Ce matin, j'ai quelqu'un à 80% de poumon, la capacité pulmonaire détruite. Mais c'est dit qu'il était bien il y a 4-5 jours. Dans l'année dernière, on avait une période où la maladie se manifestait, on avait le temps de voir des signes. Et on a élaboré un algorithme. Mais cet algorithme apparaît même devenu dévié parce que si tu te bases uniquement sur lui, tu passes à côté de beaucoup de choses. Il faut que cliniquement, tu aies toujours ça devant toi. Bon. Donc, sur mon expérience de terrain, c'est ça. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ces malades arrivent maintenant. Quand ils arrivent, quand vous les détectez, ils sont déjà énormément touchés. Avant, c'était léger. On pouvait rapidement les soigner. Quels sont les nouveaux symptômes aujourd'hui qui sont mis en avant? En fait, le symptôme que je retrouve le plus dans mon expérience clinique, c'est la fatigue. Une fatigue extrême. Avant, on avait tout comme la toux, la fièvre, etc. Les 2 derniers patients que j'ai eus, il n'y avait même pas de fièvre. Mais les poumons, c'est des taux à 80%. C'est-à-dire qu'en fait, les tableaux sont de plus en plus... Moi, ce que je peux dire, ils ne sont pas uniformes, les tableaux. C'est vrai. C'est vrai. Ce qu'il dit, effectivement, il y a plusieurs... Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va faire aux autres acteurs. Effectivement, il y a plusieurs manifestations. Vous avez des Covid longs, c'est-à-dire que des personnes qui développent de Covid pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous avez des Covid silencieux, c'est-à-dire des personnes qui ne manifestent aucun signe, ni toux, ni fièvre et tout, mais quand vous faites un scanner, effectivement, vous trouvez qu'il a des poumons en fait détruits à un niveau considérable. Vous avez des Covid faussement positifs, c'est-à-dire des personnes qui présentent tous les signes de Covid, mais vous faites tous les tests, ils sont négatifs. Et vous avez même des doubles Covid, c'est-à-dire des personnes qui effectivement venaient de faire un Covid, effectivement, et quelques semaines après, ils développent un nouveau Covid. Donc vous avez, il y a un tableau qui est assez bâtard, c'est ce qu'on appelle un peu tout ce qui est assez divers, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour cela qu'on pense effectivement que peut-être les virus de cette vague actuelle sont assez bizarres. Alors, ces virus sont assez bizarres. Aujourd'hui, l'appel ou la recommandation des pouvoirs publics est davantage de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Camerounais sont à même de pouvoir revenir à ces mesures-là, à ce respect strict et scrupuleux des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et tout ce qu'on sait? Oui, pourquoi pas. Vous êtes assez pessimiste sur la réponse que vous donnez. Non, vous avez posé la question de savoir est-ce que les Camerounais, n'est-ce pas, peuvent revenir à ces mesures. Oui. Je dis pourquoi pas. Elles le doivent, même ces populations le doivent. Elles doivent revenir à ces mesures barrières. Vous savez, en fait, dans l'évolution de la pandémie, il y a eu un pic dans le mois de juin-juillet 2020. Mais il y a eu également une forte mobilisation des acteurs, n'est-ce pas, de la société civile, comme les médecins, les professionnels de santé, même les acteurs politiques. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous particulièrement, n'est-ce pas, au PCRN,
On a eu les élus qui ont mené des actions en faveur, n'est-ce pas, du soutien des populations vulnérables, qui ont fait, n'est-ce pas, des descentes sur le terrain, les conseillers municipaux, les grands conseillers, les députés et autres. Et puis, au sein même du PCRN, il y a une équipe de réflexion, n'est-ce pas, pour des stratégies de prévention. On a même commis un livre, un document, n'est-ce pas, que voici. Voilà, un document que voici. Qui s'intitule « Guide pratique pour la reprise des classes au Cameroun dans un contexte de Covid-19 ». Effectivement. Donc, il faut dire qu'il y a eu une forte mobilisation pour contribuer, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une régression de la pandémie. Et fort heureusement, on a constaté qu'il y a eu, malgré, n'est-ce pas, le contexte même de sanitaire, il y a quand même, on a pu juguler, n'est-ce pas, juguler le mal. Mais ça, c'était bien. La variante était acceptable. Voilà, au point où en octobre, on a dû ouvrir, n'est-ce pas, alléger les mesures restrictives par rapport à la pandémie. Bon, mais aujourd'hui, on constate une certaine résurgence. Il est question pour les médias, pour l'État, pour les acteurs en général, de pouvoir remobiliser, resensibiliser, n'est-ce pas, les populations, attirer, n'est-ce pas, tirer une sonnette d'alarme pour dire que, faites attention, le virus est en train de revenir et ça revient, n'est-ce pas, dans plusieurs variantes, comme telles que les professionnels, n'est-ce pas, sont en train de décrire. En fait, lorsque vous parlez de virus business et autres, qu'est-ce qui n'est pas business dans le monde? Qu'est-ce qui n'est pas business? Vous savez, en toute chose, il y a, on dit très souvent, dans le jargon populaire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, il y a des opportunistes, c'est-à-dire que pour un fait de société, il y a des gens, n'est-ce pas, qui trouvent des stratégies pour s'enrichir sur le dos, n'est-ce pas, des citoyens. Ce n'est pas le seul phénomène, n'est-ce pas, d'enrichissement. Nous avons connu, par exemple, les problèmes de société comme les villes mortes. Vous savez qu'après les villes mortes, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont revenus riches simplement parce qu'il y avait des choses à faire pendant les villes mortes, les cartons rouges, ainsi de suite, le zoisoir, tout ça. Donc, il faut se dire que, oui, la pandémie est là. Les grosses structures pharmaceutiques dans le monde entier trouvent, n'est-ce pas, des stratégies pour mettre en place des médicaments qui doivent être vendus. Tout à l'heure, Elie Milobé parlait, n'est-ce pas, des vaccins qui sont priorisés, n'est-ce pas, en Europe, simplement parce que ça vient d'une firme européenne qui a mis sur pied, n'est-ce pas, le vaccin. Ainsi de suite, le vaccin, n'est-ce pas, marocain est bafoué parce que, bon, donc il y a toute une stratégie pour faire à ce qu'il y ait des gantés d'argent, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça en réalité. Mais le petit peuple que nous sommes en réalité, parce que quand vous parlez business et autres, mais que fait donc le peuple? Que fait, n'est-ce pas, le citoyen? Est-ce qu'il faut qu'il reste dans la logique de ce que, bon voilà, c'est un business, et puis il abandonne les mesures restrictives qu'on lui prescrit de manière à ce qu'il puisse choper, n'est-ce pas, la maladie et puis en mourir. Sauf qu'ils ont laissé la population abandonner les mesures restrictives. Et du coup, on a cette flambée de contamination. Effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que il y avait, n'est-ce pas, une régression de la pandémie. Il y avait eu une accalmie en fait. Mais il y a résurgence. Et résurgence demande en ce que, en fait, que les populations reprennent les mêmes mesures. Donc, il faudra rentrer, n'est-ce pas, dans une sensibilisation des masses, il faudra communiquer davantage, il faudra, n'est-ce pas, respecter les mesures barrières qui ont été édictées depuis, le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation. Franchement, toutes ces mesures préventives, il faudra, n'est-ce pas, les adopter. Il ne faudra pas se laisser aller dans les commentaires des autres. Parce que je dis, ça ce sont les commentaires des autres. Le peuple qui est là doit se prévenir, n'est-ce pas, de la maladie. Il faut dire que l'État qui a la mission, n'est-ce pas, régalienne, de s'occuper, des informations, de s'occuper des mesures, n'est-ce pas, des orientations à donner, n'est-ce pas, aux populations. Il faut que l'État prenne, n'est-ce pas, les choses en main et communique véritablement en temps réel. Voilà, donc pour l'instant, au sein, n'est-ce pas, du PCRN où je suis, il y a des communications qui visent effectivement à sensibiliser, à éveiller, n'est-ce pas, les consciences, de dire que la maladie est là,
Donc, au lieu de discuter de l'origine ou bien du bien fondé de ce que ce serait un business et autres, il vaut mieux se prévenir. Alors, comment inviter ces populations à revenir à ces mesures barrières? Hier, ce n'était pas une obligation, mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir recourir à une obligation? Les Camerounais sont particulièrement sceptiques. Au retour, on avait observé cette mobilisation nationale. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que malgré l'interpellation, malgré les nombreux appels à la mobilisation du gouvernement, que ces appels-là soient suivis? Monsieur Frédéric, pour une question, un sujet aussi éminemment pertinent comme celle-ci, je ne voudrais pas m'étaler sur une thématique aussi importante comme celle-ci. Je voudrais, au nom de mon parti, je n'ai pas l'obligation de pouvoir répondre à toutes les questions, bien évidemment. Je voudrais laisser mon temps de parole aux deux spécialistes. Ils ont le temps de parole, vous avez votre temps de parole. Non, vous avez respecté. Je vais fuir la question parce que je ne vais pas fuir la question, permettez-moi de terminer. Je pense que ce que ces deux médecins viennent de nous démontrer sur ce plateau, il y a des milliers de téléspectateurs qui en ont besoin d'être édifiés abondamment. Donc, et sur ce, je pense que la politesse, selon les codes de mon parti, me permet de leur donner mon temps de parole pour édifier encore de plus en plus les téléspectateurs. Sauf que c'est le seul garant du temps de parole de chacun. Soit, je ne voudrais pas qu'on se diversifie là-dessus. Je pense que je préfère que vous preniez ce temps de parole, vous le donniez à ces spécialistes pour pouvoir nous édifier encore de plus en plus. Alors, je reviendrai aux spécialistes dans quelques instants, le temps d'aller voir avec M. Abel Limbiloba. Alors, Abel, la question de la lutte est importante et on a observé également que il y a un discours national, il y a un discours régional, peut-être aujourd'hui il y a un discours communal. On a vu par exemple dans la phase, avec cette nouvelle phase, le maire de la Première qui a pris sur lui de fermer les écoles municipales maternelles, puisque dépendant de sa responsabilité, a raison de désinfecter les établissements sous sa responsabilité, puisqu'il faut barrer la voie au coronavirus. La mesure aujourd'hui est au centre de toute une controverse. Peut-on comprendre la controverse autour de la sortie du maire de la Première? Qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, elle est regrettable. Elle s'inscrit dans l'ordre des dysfonctionnements, des relations entre les autorités municipales et la tutelle. Et ce n'est pas la première fois qu'on observe ce type de dysfonctionnement. C'est peut-être la 3e ou la 4e fois dans des communes différentes. On n'a pas encore oublié les problèmes de Djombe Pendia, etc. Mais je voudrais dire que, avant de revenir sur l'essentiel de votre propos, dire par la suite du docteur Etoke que l'interrogation du scientifique, les questions que le scientifique peut se poser, elles sont légitimes. Mais en même temps, il faut éviter que ces questions alimentent des théories qui, elles, ne sont pas légitimes. Par exemple, la théorie du complot. Sous le prétexte que les gens s'interrogent, les gens développent un discours qui, dans l'opinion, fait perdre la réalité, la complexité de la réalité. Parfois, dilue le caractère scientifique des choses pour laisser la place à des pures spéculations. Et l'effet, c'est que ça crée une démobilisation. Ça crée... Donc c'est ce discours qui a créé la démobilisation comme on sait sur le terrain. Ce n'est parce que je ne suis pas arrivé à cette conclusion. C'est comme ça qu'on le dit. Je veux simplement attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que, sous le prétexte de faire de la science, on peut être en train de justement pas faire de la science et alimenter à tort. Par exemple, vous avez la théorie du complot sur les questions de développement.
où on vous explique que on ne peut pas se développer parce que le monde a fait ci, etc. Bon, on vous dit que le virus, sur le plan de la santé, on a fabriqué ce virus parce que vous lisez dans les réseaux sociaux tout ce qu'on dit sur, comment il s'appelle, le riche homme d'affaires américain, Bill Gates, qui veut financer, on va introduire dans le vaccin une puce pour contrôler l'humanité. C'est la remise en cause. Les gens qui se disent, oui, mais ça vient d'où? Mais quand ils posent la question, ça vient d'où? Vous n'êtes pas sûr que la réponse sera scientifique. La réponse peut être purement spéculative, de l'ordre même des manipulations, et ça crée donc une diversité de discours qui finissent par faire en sorte que un certain nombre de citoyens, je voudrais dire les hommes simples, qui ne vont pas se retrouver dans cette multitude de discours, leur comportement, ça sera de ne rien suivre de tout ce qui se dit, et donc de ne pas suivre, par exemple, les mesures barrières. Une fois que vous avez dit aux gens que cette affaire-là, c'est pas une question de mesures barrières parce que c'est Bill Gates qui a fait, qui a financé, qui a parlé, des choses dont vous ne pouvez pas apporter la preuve, mais qui sont très répandues. Vous avez des gens sous le prétexte de la liberté d'expression viennent sur les plateaux de télévision. Ils n'ont rien de scientifique, ni dans leur formation de base au départ, ni dans la diffusion de ce qu'ils produisent comme message, mais sous le prétexte d'avoir la liberté de remise en cause des choses, etc., finissent par créer une prolifération des discours dangereux. C'est de ça que je voulais parler. Je n'ai pas dit que l'auteur et Tolkien a un discours dangereux. Je suis en train de dire que, attention, à ce que nous appelons la remise en cause scientifique. Elle peut être porteuse de beaucoup de conséquences malsaines. C'est pour ça que j'ai évoqué dès l'entame de notre émission le principe de la discipline. Parce que nous sommes entrés avec la liberté d'expression, tout le monde a la parole, y compris les plus idiots. Ne m'obligez pas à vous répéter la pensée de Umberto Eco qui dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles. On va parler de ça. Chercher à faire taire. Docteur, et toi, on nous parle de cette deuxième vague qui est plus dangereuse. Mais on nous rappelle de revenir aux mesures barrières, pourtant on l'a rappelé sur ce plateau, avec le masque, on peut quand même être contaminé. Comment respecter ces mesures barrières dans ces cas de figure où pratiquement les consignes données hier peuvent être remises en question aujourd'hui? Oui, c'est une excellente question. Je pense que ce que M. Elimi Lobé a dit n'est pas complètement terre. Parce que, figurez-vous, dans le discours, entre guillemets, para-officiel, ce n'est pas toujours tenu par des imbéciles. C'est tenu parfois par des scientifiques. Et je vous rassure, vous savez, dans l'histoire de l'hésitation vaccinale, des opposants au vaccin, il y a eu des éminents scientifiques. C'est-à-dire que la personne qui a, par exemple, créé la vaccination, qui s'appelle M. Jenner, un Anglais, parce que vaccination vient de vaccine. Vaccine est une maladie qu'on trouvait chez les vaches. Donc, quand il a trouvé que les personnes qui contractaient une maladie qui était chez les vaches ne contractaient pas la variole, et il a donc utilisé le sérum de la vaccine, donc de la vache, pour injecter chez des personnes pour qu'elles ne contractent pas la variole. Mais il a eu évidemment une bronca et une armée d'opposants qui étaient des scientifiques, qui ont sorti des théories alternatives, dont l'une des célèbres était ce qu'on appelle la théorie de la détuberculisation, qui disait que le corps humain a un certain nombre de tubercules, de germes, qu'ils doivent sortir par le biais de la variole, et que si on vaccine les gens, ça va bloquer les tubercules à l'intérieur et ça ne va pas sortir. Monsieur Pasteur, qui a sorti le vaccin contre la rage, a eu des adversaires qui étaient médecins, parce que lui-même n'était pas médecin, c'était un chimiste, et tout ce qu'il a trouvé, et quand il a trouvé son vaccin,
les médecins ont sorti une organisation, ils ont créé une organisation qu'on appelait la Ligue des médecins anti-vaccinateurs, qui organisaient des congrès et tout pour dire que ce que Pasteur a fait. Donc c'est pour appuyer. Pour appuyer ce que vous revenez sur la question principale. Oui. C'est de savoir comment faire pour barrer la voie à la propagation à cette nouvelle vague de contamination, alors qu'on dit par exemple que si vous avez le masque, j'ai le masque et on est à des distances raisonnables, on peut quand même contracter la maladie. Non, il faut savoir que le Covid-19 est ce que j'appelle une maladie apprenante. Il y a 2 ans, personne ne connaissait cette maladie. Et c'est au fur et à mesure que la connaissance est de plus en plus clarifiée auprès des scientifiques, évidemment, et auprès des populations. Vous savez bien qu'au départ, même le masque, on ne pensait pas, c'est-à-dire qu'il y avait, on pensait logiquement que le masque ne servait à rien. C'est après un certain nombre d'études, et tout ça, on a prouvé que le masque limite au moins la propagation si toutes les personnes dans un environnement clos portent le masque. Donc ça, c'est un premier niveau. Ça, c'est un premier niveau de défense. Maintenant, ça ne va pas empêcher les autres niveaux de défense qui sont la distanciation sociale, parce qu'évidemment, quand les gens parlent ou ils toussent, ils projettent des germes. Donc, si vous respectez la distanciation sociale, vous mettez le masque, vous ne faites qu'accroître votre niveau de protection. Et si en plus vous ajoutez la vaccination, parce qu'il faut savoir qu'une épidémie s'arrête quand la population atteint l'immunité collective. Et l'immunité collective s'obtient de 2 façons. La première façon, c'est de façon naturelle. C'est-à-dire que quand un certain nombre de personnes ont contracté la maladie, ont développé des résistances, et ça fait donc que si le taux c'est à peu près 60 à 70%, si ce taux de personnes, ça fait donc que la prochaine personne qui va développer la maladie, le taux de reproduction du virus sera inférieur à 1 et l'épidémie s'arrête de façon mathématique. Ça, c'est de façon naturelle. Maintenant, l'immunité collective peut aussi s'obtenir par la vaccination, c'est-à-dire que à ce groupe de personnes, même si elles n'ont pas contracté la maladie, on leur administre un certain nombre d'anticorps et tout ça. Et elles vont, moi j'étais médecin-chef dans les hôpitaux de district et tout, j'ai fait des campagnes de vaccination. Et notre cible de vaccination, c'était de vacciner 70 à 80% d'enfants. Ça qu'on ne pouvait pas atteindre 100% parce qu'on savait que si on atteint cette cible-là, on va susciter l'immunité collective. Ça fait que s'il y a une épidémie de rougeole, de variole et tout, l'épidémie va s'arrêter parce qu'on aura vacciné à peu près 80% des enfants dans le district de santé. Et donc, qu'est-ce qui se... Donc, dans évidemment, il y a sur la question on dit que vous pouvez encore attraper le virus si vous êtes vacciné. Évidemment, c'est une possibilité. On aura le temps de revenir dessus tout à l'heure, docteur. Je voudrais qu'on garde encore cela pour la suite de l'émission. On a encore quelques minutes. Je voudrais, dans la suite, qu'on évoque la question de cette vaccination qui reste assez problématique et qui cause pas mal de confusion et même d'inquiétude, même au sein à la fois du corps médical que des populations qui, elles, sont très loin des années-lumière de la médecine. Sur la question de ces contaminations avec les mesures barrières, quelle est la nouvelle formule qui doit être développée aujourd'hui pour être efficace et faire une véritable barrière face à la propagation de la maladie? Ok, je vais vous répondre. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de discipline. Si vous êtes dans une usine, on veut discipliner votre travail. Vous savez que la discipline tend vers un objectif. Vous avez une usine, vous savez que vous avez discipliné dans votre travail pour produire quelque chose de bien identifié. Maintenant, quand on vient dans une société globale comme la nôtre, où on parle de discipline, c'est pour produire quoi? C'est une question que les gens se posent inconsciemment. Mais maintenant que vous dites discipline, vous dites, vous le mettez dans un carcan. Donc ce mot discipline, quand vous avez une société globale, il y a toujours un grand côté péjoratif.
Bon, ça, je voulais le remettre. Je reviens sur il y a de très bonnes choses. Est-ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas respecter les mesures barrières? Non, je venais juste pour le dire que nous, c'est notre rôle. Quand on réfléchit, il faut réfléchir haut et dire ce que l'on pense. Dans toutes les sociétés, ça se fait. Et les exemples qu'ils donnent, c'est dans un débat d'idées qu'on trouve la voie. On ne peut pas, sous prétexte de discipline, s'empêcher de réfléchir. Il faut dire tout haut ce qu'on a trouvé. Bon, maintenant, tout à l'heure, il y a des choses très très bonnes sur l'immunité. Et moi, j'enclenche là-dedans, et c'est un sujet que l'Occident ne veut pas développer, pour dire que l'immunité dépend aussi beaucoup du terroir, de l'écosystème. C'est peut-être pour ça que la première vague n'a pas fait autant de... J'en viens. De l'écosystème. Oui. Ceux qui font des trucs en aquaculture ont très bien vu, à travers les poissons, la rusticité, c'est-à-dire que la capacité de résister au stress vous rend parfois très résistant à la maladie. Prenez un exemple, vous prenez des poulets du village, comme on dit. Ils marchent, ils picorent partout. Ils ne font pas toujours leur pitance. Mais tout le monde sait qu'ils ont une chair plus résistante et ils résistent mieux que les poulets de ferme qui sont nourris quotidiennement à des heures bien précises et qui prennent bien plus de poids plus vite. C'est or. En Occident, ils mangent essentiellement des aliments industriels avec plein de pesticides. En Afrique noire, surtout ici dans la forêt, on est plus proche de la nature. On mange les racines, les feuilles, les écorces. Vous prenez l'incuit. Vous savez combien d'écorces, de racines entrent dans l'incuit? Prenez le bongo chobi. En fait, notre alimentation, tout le temps, nous rapproche de la nature. Ensuite, le fait que nous vivons dans des conditions qui sont difficiles et pénibles nous rend plus résistants à la maladie. C'est différent scientifiquement établi. Le stress, c'est scientifiquement établi que quelqu'un qui résiste au stress résiste facilement à la maladie. Mais l'espérance de vie au Cameroun, oui, j'en arrive. En Occident, c'est combien? Mais je vais vous répondre très facilement. En Occident, ils vivent plus longtemps parce qu'ils n'ont plus de médicaments. Mais ils vivent comment? Parce qu'il y a la qualité de vie qui est importante. C'est que moi j'ai vu en Occident, parce que j'ai vécu pendant longtemps, j'ai travaillé comme chirurgien. Ce que moi j'ai vu en Occident, c'est que à partir de 50 ans, quand ils servent à manger à table, la pharmacie est à côté. À partir de 50 ans, ils prennent en moyenne 2-3 médicaments tous les jours. En fait, la qualité de vie, ils ne l'ont plus. Ils vivent assistés chimiquement. C'est ça la réalité en Occident. Et nous, les Noirs qui ont vécu là-bas longtemps, plus longtemps, sont devenus partie intégrante de cet écosystème. Ils sont tout aussi fragiles. Et les Occidentaux, là-dedans, ils n'abordent pas ces questions parce qu'ils vont se dire, ah, pour une fois, on va reconnaître qu'en fait, ces gars-là mangent mieux, ils se nourrissent mieux que nous, ce qui est un peu résistant. Bon, ça c'est une réflexion personnelle. Je le précise parce que, et je le précise, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je me souviens de l'année dernière, nous étions au mois, début d'avril ou mars, c'est plus très bien. Je prends un transport en commun parce que moi j'aime bien me mouler dans la population à tout instant. La sentir, ça me fait vivre. Et moi je reste en voiture. Mais non, il y a des nouvelles mesures gouvernementales. Oui, pourquoi le Covid, ça, je leur chante tous ces trucs. Ces gars sont rébiffés et un m'a dit, vos discours là, gardez-les pour vous. C'est logique. Vous allez voir que on obéit à quelqu'un que l'on respecte. Je vais pas finir, je viens. Non, il est important que vous compreniez. Parce que la première question, et l'État est le repère ultime. Tout le monde croit à l'État. Et quand l'État dit faites ceci, tout le monde le fait. Là, tu vas à droite. Et quand on analyse sociologiquement, on réalise que l'État n'est pas le repère ultime. C'est pour ça que je n'ai pas fini. Il faut juste se faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas ajustés. On ne les respecte pas. Alors, le problème, ce serait donc l'État qui est très loin de sa population et qui, malgré le discours qu'il tient, qui est un discours de mobilisation, un discours de sensibilisation et d'interpellation, malheureusement, ce discours n'est pas suivi. L'État est absent là où les populations ont véritablement des problèmes. Inclus même que le volet même des élections, de la chose électorale. Les populations, à un moment donné, se sont senties fatiguées du système et n'ont plus foi en la chose. Ainsi, sur les listes électorales, il n'y a que 6 millions sur une population, sur une capacité de pratiquement 15 à 16 millions de Camerounais.
Donc on aimerait voir plus de Camerounais engagés, plus de Camerounais gouverner la façon dont ils ne se retrouvent pas dans la gouvernance. Est-ce que la politique de santé qui est mise en place par ce gouvernement-là ne permet pas la sécurisation de la vie des citoyens? Bon, maintenant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la préservation, pour que je puisse évoluer, avoir le bien-être, n'est-ce pas, que je veux, que je vais croire que devant une pandémie comme celle-ci, je vais me laisser aller. S'il vous plaît, revenir un peu sur ce que le docteur Etoke disait tout à l'heure. Parce que, justement, et recadrer ou bien alors avoir des limites sur l'opérationnalité, n'est-ce pas, du discours que nous tenons. Qu'il a encachené, je suis sûr au moins, comme il le disait tout à l'heure, lorsqu'il est, n'est-ce pas, au milieu des populations. Et est-ce qu'ils auront la même analyse? Parce qu'ils sont déjà ils ont déjà des préjugés. Ça, moi, je ne vais pas vous dire ce que j'en fais pour les autres, c'est pas pour nous. Comme il le disait tantôt, nous sommes déjà morts. Les populations sont contraintes, n'est-ce pas, de sortir, de travailler, de chercher, n'est-ce pas, de quoi manger. Ça, c'est la réalité au Cameroun. Donc, comment il y a ce brassage entre les différentes personnes qui passent? Vous comptez le nombre de personnes qui ont le cachet. Donc, les gens vivent, ainsi de suite. Mais moi, je voulais dire, en fait, pour recadrer, sincèrement, pour dire que, absolument, si je peux paraphraser, il n'y a pas de vérité absolue. Oui, il n'y a pas de vérité absolue. Sauf que le modèle est valable dans une durée. C'est-à-dire que quand il y a un modèle, je peux dire peut-être trouver une limite. Et généralement, les recherches, parce que je comprends que vous êtes scientifique, peut-être vous émettez des relèves, peut-être que vous êtes dans un laboratoire de recherche d'alternatives, évitez, ou bien alors soyez prudents de mettre en cause ce qui existe et parler de l'État. Au Cameroun, actuellement, nous savons que l'État, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ses dirigeants et ceux qui nous gouvernent et autres, populations qui sont massivement plus nombreuses et qui sont inactives. Je vous l'ai dit sur la question électorale, pas mettre votre vie en danger. Alors il ne faut pas mettre sa vie en danger. Le Cameroun a pris comme option. Oui, mais la réponse est dans votre question, M. Moutomé. Il y a des Camerounais qui ne sont pas en mesure de pouvoir s'acheter ce masque. M. Moutomé, c'est qui l'État? L'État, c'est vous et moi, c'est les copanélistes, c'est les téléspectateurs qui nous regardent. C'est nous, l'État. Certains ont voulu donner des connotations, et c'est pour ça que je partage entièrement l'avis de M. Limbilobé tout à l'heure. L'État a trois rôles à ma connaissance. L'État accompagne. L'État facilite. Des contre-avis, des désinformations, des désorients à mon camarade ou à mon ami. Donc, c'est une question. On se dit, ah, on s'en fout. Et j'aimerais bien, j'aurais bien voulu qu'on me donne l'exemple de notre pays. Portez votre masque. Les gels hydroalcooliques. Et il y a des robinets partout. Voilà ce que l'État. Et on a vu dans d'autres cieux, et je peux partager l'avis de certains, il a même été recommandé à certaines entreprises de ne pas être exigeant au niveau de la présence. J'en connais aujourd'hui, j'ai des voisins, j'ai des amis aujourd'hui, depuis, mais on ne veut plus les voir pour limiter au maximum ces contaminations. Il y en a des structures, des milliers comme ça, qui en ont pris des dispositions comme celle-là. Donc, dans un débat qui se veut aussi, le docteur Etoke prenait l'exemple d'une scène mais c'est le fait que nous vivons dans tous les milieux. Mais si chacun de nous s'interpelle et se dit, moi quand je vais monter dans un taxi, pour respecter les mesures barrières, je dois mettre mon masque, je dois pouvoir avoir à manger au pays, au nom de l'État, au nom de la débrouillardise. Nous sommes, pour la plupart, je pense sur ce plateau, tous des anciens débrouillards et des débrouillards même, des débrouillards. Peut-être qui nous appelle, que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, le 696 14 03 12, n'est pas un numéro d'appel, s'il vous plaît, ou de l'extérieur, même les autres tests. Aujourd'hui, on nous parle de l'amendement controversé. La question est mal posée. L'épidémie, lorsqu'il y a un vaccin, il est efficace. Il n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Les gens ne commencent qu'à se vacciner
Une phase où on doit se poser ce type de questions. Parce que si vous voulez analyser les phénomènes de masse, vous devez avoir un échantillon qui est important. Si on veut étudier un commençant, il n'y a donc pas d'intégration. Il faut continuer qui mélange à la fois le raisonnement intellectuel pur qu'un sensient. C'est ce que les études en matière de mal qui trouvent que vous leur donnez raison de mal faire. C'est pour ça que quand vous voulez expression, si vous dites aux gens qu'ils sont d'être indisciplinés, or, la discipline n'a rien à voir avec les règles de fonctionnement. Point. Je ne viens discipliner parce qu'ils sont en chômage. C'est faux. On ne justifie pas l'indiscipline. C'est faux. On ne respecte pas les mesures. Donc ce discours est léger, il est simpliste. Il plaît à une essence. Au commencement de la formation de la société, au sens de Hobbes, il y a abdication de son pouvoir. Au contraire, c'est en le respectant qu'on obtient des résultats meilleurs. Merci beaucoup à vous. On ne peut pas continuer à fonctionner dans une société où nous enseignons aux gens que leur mauvais... De ce vaccin, un peu plus de 100 000 doses, si je n'abuse, c'est du moins sur la communication faite par le ministre de la Santé, spécifiquement des méthodes qui pourraient être considérées comme des méthodes de chez nous et qui ont peut-être plus ou moins apporté des résultats. Prévention et du traitement. Et sur la question du traitement, prendre que des chiffres en France, par jour, 300 morts, 400 morts, 500 morts, homologués, validés, solution locale, je n'ai aucun problème. Mais dans elles peuvent marquer, il faut respecter les règles de la science. Et la science a principalement deux règles. La première règle, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Il ne faut pas que si vous tournez par là, ça ne marche pas. Il ne faut pas que si on a fait ça à Marois, et non, si on vous a donné le paracétamol, on s'attend à ce que votre fièvre baisse. Ça veut dire qu'on a déjà prévu que vous faites, qui sont validés par des comités d'éthique, qui sont validés par... C'est ça que vous utilisez, que vous présentez aux autorités, pour pouvoir obtenir des accréditations, pour pouvoir les mettre à la disposition. Il y a beaucoup de débats dessus. Pourquoi on n'a pas pris le remède de tel prélat, pourquoi on n'a pas pris tel imam, pourquoi on n'a pas pris tel qui a sorti son... même en tant que médecin. Mais pour que je puisse l'amener, si l'État, j'imagine que l'État a la bonne volonté d'accompagner des solutions locales, il faut que ces solutions... La question du vaccin est à part. Et donc sur le vaccin, nous savons, je vous l'ai dit, que cette épidémie, évidemment, nous tous nous voulons atteindre l'immunité collective. Israël vient de vacciner à peu près 50% de sa population et ambitionne de vacciner presque 90% par le vaccin. Les États-Unis viennent de vacciner 68 millions d'habitants sur les 300 millions qu'ils ont. Donc, ils veulent atteindre l'immunité collective par le... Ils vont décider, mais on va peut-être se dire, compte tenu de la démographie, mort qu'on compte, c'est-à-dire que qui meurt. Et donc, on lui dit, peut-être même si les jeunes sont infectés, ils ne meurent pas. Ce sont des personnes âgées, à peu près 3% de la population. Les personnes qui ont des comorbidités, les comorbidités sont des pathologies. On peut vacciner les personnels de santé parce qu'évidemment, ils sont dans un environnement qui est à risque. On peut vacciner. Ce sont les jeunes qui vont contracter, entre guillemets, acquérir leur immunité collective de façon naturelle. Un mix immunologique pour pouvoir protéger la population. Il faut protéger la population et la meilleure option, ce serait le vaccin, de votre point de vue? Avec tous les doutes qui sont émis, n'est-ce pas, assez bien dit, il y a d'autres types de traitements
n'est-ce pas, la pharmacopée. Alors, je repose la question. Est-ce que vous êtes partant pour le vaccin ou alors pour la pharmacopée? Toi, assez bien expliqué. Vous savez, de nos jours, il y a un vent de libération qui souffle sur l'Afrique, qui sont à la manette. Voilà, vous n'allez pas oublier, n'est-ce pas, tous les méfaits de la colonisation et tout le raté. De se prévenir. Vraiment, il faut le faire. Le traitement local. Ça, nous sommes avec les populations, nous sommes au quartier. Il y a des gens qui font la maladie chez eux. Ils font la maladie chez eux s'il faut être mis en quarantaine. À la maison. Lorsqu'ils découvrent qu'ils souffrent de cette maladie-là, ils rentrent se faire soigner à la maison avec des potions locales, traditionnelles, ainsi de suite. De vivre, comme on dit, localement, de consommer localement. Les Camerounais veulent s'affranchir de ce joug, de cette dépendance vis-à-vis de l'autre. Vous avez suivi, n'est-ce pas, le chef d'État mauritanien, vous avez suivi son discours qui était très percutant, c'était un discours qui visait la libération des peuples africains, réellement. Donc, il faut pouvoir développer localement. En dehors du vaccin. Oui, en attendant que le monde entier nous offre la solution idéale, que les scientifiques s'accordent pour nous offrir la meilleure solution, parce que jusqu'ici, ils ne sont pas unanimes là-dessus. Je préfère la potion de ma grand-mère, je préfère la solution Cléda, de Monseigneur Cléda, je préfère la solution locale, qui est la meilleure option pour protéger le maximum des Camerounais. L'État ne prendra jamais le risque de nous exposer, d'exposer cette population. Donc, pour dire, on aurait trouvé meilleur pour la protection collective des populations camerounaises. Alors, il faut protéger les populations camerounaises. Il y a pas mal d'options qui sont mises sur la table. Le ministre a rappelé d'abord, le respect des mesures barrières strictes et scrupuleuses, et d'autres, comme devant être mises en œuvre. Mais en même temps, il précise que ce vaccin n'est pas obligatoire, mais il est volontaire. Pourquoi? En réalité, il va vous dire, faites-vous vous-même votre propre idée, décidez par vous-même. Et c'est important. C'est là que j'allais revenir à mon aîné. Tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a la séparation du pouvoir. Il faut relire Hobbes dans l'esprit des lois. Donc, pour dire que, si vous nous invitez sur un plateau comme celui-ci, ce n'est pas pour avoir un discours uniforme, ça n'a aucun sens. Ici, c'est le lieu de la contradiction. Parce que c'est la contradiction que nous respectons les mesures du gouvernement. On les respecte, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Or, ces réflexions ne portent pas sur les mesures que le gouvernement demande de prendre. Elles portent... On reste attaché à la tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi je prends juste les chiffres, comme parlait mon collègue. Si vous prenez le nombre de morts qu'il y a eu au Cameroun l'année dernière, un collègue... On peut 450 morts à peu près. Oui. 450 morts. Oui. Et dérisoire par rapport au nombre de morts qu'il y a eu en France, rapporté à sa population. Dérisoire. Mais docteur, il y a quand même une nuance. Laissez-moi continuer ma réflexion. Maintenant, à partir de toujours faire contradiction, tu t'interroges, tu te dis, et c'est ça le rôle, tu te dis, pourquoi cette différence? La santé. Je te pose la question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut mener des réflexions. Et on revient donc au terroir. Tout à l'heure, je dis que notre alimentation, et ça, la pharmacopée, est essentiellement naturelle. C'est les feuilles, c'est les plantes, c'est les écorces. C'est ce que je dis tout à l'heure. Et ça revient à la pharmacopée. Mais pour ce qui concerne certains débats aussi importants que celui-ci, nous supportons le gouvernement dans ces mesures qu'ils prennent en disant aux gens, faites ceci. Mais ça ne nous empêche pas, parce que quand nous critiquons, c'est pour attirer l'attention des gens en disant, il y a peut-être un